Présentation des lettres de créance de nouveaux ambassadeurs du Maroc, d'Égypte et du Japon au président de la transition. C'était hier au palais de Koulouba. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Promotion de la jeunesse, l'État et ses partenaires techniques et financiers autour de la table pour une synergie d'action. La rencontre a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à suivre. Vendredi 6 mai, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Hier au palais de Koulouba, les nouveaux ambassadeurs du Maroc, d'Égypte et du Japon ont présenté leurs lettres de créance au président de la transition. Compte rendu à Lucien Touri. Cérémonie solennelle pour cette présentation des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs du Maroc, de l'Égypte, du Japon au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Monsieur le président de la transition, permettez-moi, Votre Excellence, de vous remettre en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, les lettres par lesquelles Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, m'accrédite auprès de Votre Excellence en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Driss Isbahen est le nouvel ambassadeur du royaume chérifien au Mali. Né le 28 mai 1963 au Maroc, M. Isbahen est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences politiques de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne en 1998. Sa carrière diplomatique débuta en 1998 en qualité d'attaché des affaires étrangères à la direction des affaires africaines et asiatiques au ministère des Affaires étrangères de son pays. Ensuite, il occupera entre autres les fonctions de conseiller à la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies, ministre conseiller, chef adjoint de mission à l'ambassade du Maroc en Éthiopie, chargé d'affaires en pied du Maroc en Afrique du Sud, conseiller diplomatique au cabinet du ministère des Affaires étrangères à Rabat. C'est donc un diplomate chevronné qui va désormais travailler à fortifier les relations diplomatiques entre le Maroc et le Mali. Tarek Abdelhamid Nour El-Din représente désormais la République d'Égypte dans notre pays. Titulaire d'une licence en linguistique au département allemand en 1985, le nouvel ambassadeur maîtrise l'anglais et l'allemand. Il était avant sa nomination directeur du département Palestine au ministère des Affaires étrangères. Le diplomate égyptien a débuté sa carrière en 1989 au ministère des Affaires étrangères de son pays en qualité d'attaché diplomatique au département Europe de l'Est et cela jusqu'en 1993, date à laquelle il alla se perfectionner grâce à une bourse d'études en relations internationales à la Southern University de Californie aux États-Unis. De retour au pays, il occupera plusieurs fonctions, dont celui de consul à Jeddah, en Arabie Saoudite, de 1999 à 2003, premier secrétaire au bureau chargé des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, puis conseiller à l'ambassade d'Égypte à Varsovie, en Pologne. Assistant adjoint au ministère des Ressources humaines, consul général de l'Égypte à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce parcours professionnel lui permettra de donner un nouvel élan à la coopération entre nos deux pays. Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'honneur de remettre à votre Excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles Sa Majesté l'Empereur du Japon Naruhito m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Uezono Hideki est diplômé de la faculté d'économie de l'université de Keio au Japon depuis 1985. Avant d'arriver au Mali comme ambassadeur du Japon auprès de notre pays, M. Uezono a occupé plusieurs fonctions diplomatiques. Il a notamment occupé le poste de premier secrétaire à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire en 2003, consul général du Japon à Strasbourg en 2005, directeur suppléant au service général de l'Europe au département des affaires étrangères de son pays, premier secrétaire à l'ambassade du Japon au Maroc, puis le même poste en Côte d'Ivoire en 2017, directeur adjoint au service des passeports. Son dernier poste est celui de directeur de la coopération scientifique internationale à la Direction générale du désarmement, de la non-prolifération des armes et des affaires scientifiques. 3 pays donc, 3 ambassadeurs d'expérience pour une coopération plus dynamique et plus marquante avec le Mali.
Aussi, le colonel Assimi Goïta a reçu une délégation de l'Observatoire indépendant de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Au cours de cette entrevue, il a été surtout question de l'évolution de la mise en œuvre du dit accord. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le président du conseil d'administration du centre Carter au micro de Tamsir Diabati. To hear the unconditional commitment from this government. Nous sommes ravis d'avoir entendu une affirmation totale et sans condition à la mise en œuvre de l'accord pour soutenir un avenir en paix pour le peuple malien. Nous partons avec la forte impression de l'engagement ferme de ce gouvernement à mettre en œuvre l'accord. Donc oui, nous partons encouragés par l'affirmation de cet engagement. Nous attendons avec beaucoup d'espoir les prochaines actions du gouvernement pour démontrer au monde, aux Maliens, aux autres parties prenantes, que l'accord de paix porte ses fruits. Nous sommes très conscients de la situation et du contexte actuel au Mali. Nous voulons donner l'appui que nous pouvons et c'est la raison pour laquelle je me félicite de cette affirmation de l'accord que nous croyons être un élément très important de la réussite de la transition. Because we see this as a very important moment. Une table ronde s'est tenue hier à Bamako pour la promotion des efforts de l'État et ses partenaires en direction de la jeunesse. C'est pour identifier les projets et procéder à la mobilisation des ressources pour le bien-être de la jeunesse malienne. Les travaux d'ouverture de cette table ronde étaient présidés par le Premier ministre. Reportage Abdul Karim Kaba. Une jeunesse active et productrice, telle est la vision de cette table ronde. Il s'agit pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, et ses partenaires, de créer les conditions d'épanouissement, de développement, afin d'accroître les potentialités de la jeunesse. La présente table ronde s'articule autour de 5 projets. Notre vision pour le développement du Mali est de construire une nouvelle dynamique orientée vers une jeunesse épanouie. Cette vision est portée par les objectifs de développement durable 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13 et 15 et les orientations stratégiques de développement du pays identifiées à partir de leurs avantages comparatifs pour le décollage économique. Par la grâce des plus hautes autorités et l'accompagnement bienveillant de nos partenaires autour de cette table, les activités de jeunesse, de sport, de la promotion de la citoyenneté, du civisme, du volontariat s'appuient toutes aujourd'hui sur des stratégies et des politiques publiques pour leur mise en œuvre. La jeunesse est l'avenir d'un pays, a-t-on l'habitude de dire. Il faut donc une jeunesse dévouée à la construction nationale. C'est pourquoi les autorités du Mali se sont engagées dans l'orientation harmonieuse des jeunes. La présente table ronde qui regroupe les partenaires de développement en charge de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne vise fondamentalement à promouvoir les efforts de l'État et des partenaires en direction de la jeunesse, à renforcer la synergie d'action, à développer le partenariat autour et au service de la jeunesse et à assurer un meilleur maillage territorial des actions robustes en faveur de la jeunesse. C'est aussi pourquoi le gouvernement tient à remercier les partenaires qui ont bien voulu participer à la présente table ronde et les exhorte à accompagner la dynamique en cours de faire des jeunes le moteur de la transformation sociétale du Mali. La jeunesse est au centre de tout développement durable. Cette table ronde est un espace pour les partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur soutien aux actions des autorités de la transition. C'est donc avec un réel plaisir que je voudrais ici réitérer la volonté du système des Nations Unies au Mali d'appuyer le gouvernement dans les initiatives visant à autonomiser les jeunes et aussi avec les initiatives à encourager l'innovation. Je voudrais exprimer ici aussi notre engagement à accompagner le Mali dans la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse qui vise à faire des jeunes des acteurs clés pour la consolidation de la paix, contribuant ainsi pleinement au développement de leur communauté, à la lutte contre la pauvreté et pour l'élimination des inégalités
y compris celles basées sur le genre. Les chantiers de développement de la jeunesse sont énormes et une synergie d'action est un parfait moyen de les résoudre. Nous voulons, en tant qu'Union européenne, avec notre partenaire, le gouvernement du Mali, investir massivement pour les jeunes. Parce que l'histoire nous enseigne que lorsqu'un pays réussit à engendrer un véritable développement économique, social et culturel, cela a été possible et est possible grâce à l'investissement sur la jeunesse. C'est un investissement dans l'éducation, c'est un investissement dans la formation, c'est un investissement particulièrement dans la formation technique et professionnelle. La réalisation de ces projets prouve que le développement de la jeunesse du Mali est et reste un challenge pour le gouvernement. C'est un cadre pour donner une chance à cette couche pour son indépendance financière, lui permettant de se soustraire du radicalisme et de l'immigration clandestine. 3 projets de loi ont été adoptés hier par les membres du Conseil national de transition. Il s'agit du projet de loi modifiant la loi de création de l'Institut national de santé publique, du projet de loi relatif au sang humain et ses dérivés, et enfin celui portant statut des fonctionnaires de la police nationale. Le résumé avec Modibo Mariko. Par ce vote de 103 pour, 0 contre et 3 abstentions du projet de loi relatif à la création de l'Institut national de santé publique INSP, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments ANSA et les centres pour le développement des vaccins deviennent des entités propres, des entités jusque-là rattachées à l'INSP et qui pourront par cet acte se consacrer pleinement à leurs missions respectives. Ce que nous mangeons, l'ANSA n'assure pas sa mission. Et là, c'est très grave. Et le CVD, en fait, c'est une institution de recherche. Institution de recherche, il y a eu un partenariat avec l'université américaine Maryland. Donc, prendre cette structure-là et le rattacher à un service public, en gestion publique, je crois que quelque part, ça fâche les partenaires. Parce que le CVD n'est pas financé par le budget de l'État. Donc, c'est sur la base des protocoles de recherche validés. Voilà le système de financement du CVD. Le dispositif juridique occupe une place importante dans la réforme du système de santé et c'est à cause du vide juridique que nous constatons certaines insuffisances, certaines lacunes contre lesquelles nous ne pouvons rien parce qu'il n'y a pas de test. Et aussi les agents de santé qui sont au four et au moulin étaient un peu arrêtés, freinés dans leur élan à cause d'un vide juridique. Et je pense que ces tests très très importants, celui du sang, le sang c'est la vie. La sécurité alimentaire, aujourd'hui c'est un défi au Mali et je pense que l'ANSA va jouer pleinement son rôle. Le CVD va aussi jouer pleinement son rôle concernant l'immunisation. Aujourd'hui, nous voyons l'importance des vaccins et il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter par les vaccins. Il y a aussi la recherche qui occupe une place importante et pour laquelle nous n'avions pas un dispositif juridique qui permettait à tous ces professionnels de la recherche de mener correctement leur mission. Le ministre de la Santé de continuer avec les membres de CNTS cette fois-ci pour défendre le projet de loi relatif au sang humain et ses dérivés. Un projet qui vise à améliorer la disponibilité du sang par l'encadrement juridique des bonnes pratiques transfusionnelles. Ce projet a été adopté par 103 pour, 0 contre et 2 abstentions. À l'ordre du jour aussi de cette session, le projet de loi relatif au statut des fonctionnaires de la police nationale, un projet initié par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile absent et qui a été défendu par le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation porte-parole du gouvernement. Il s'agissait pour le colonel Ablaye Maïga d'apporter des correctifs à l'ordonnance de 2018 qui a révélé des insuffisances. Un texte éminemment important pour au moins 2 raisons. Le renforcement de la sécurité constitue le premier axe du programme d'action gouvernemental, sans surprise d'ailleurs, compte tenu des défis sécuritaires que traverse notre pays depuis une dizaine d'années. Ensuite, nous le savons, la police nationale constitue un acteur important de notre architecture sécuritaire. Donc l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires de police est une question de préoccupation pour nos plus hautes autorités. Et parmi les avancées notables, il est important de souligner l'amélioration des conditions d'après-vie des fonctionnaires de police. Ainsi, en cas de décès, ça a été mentionné, les ayants droit des fonctionnaires de police décédés bénéficient
de 3 mois de salaire, ce qui prouve à suffisance la haute considération accordée à la vie humaine. Après ainsi des questions et observations des membres du CNT répondues par les ministres de l'administration territoriale, le projet de loi a été adopté par 103 pour, 1 contre et 1 abstention. La journée mondiale de la liberté de la presse est commémorée le 3 mai de chaque année, occasion pour les hommes de médias de faire une introspection pour s'évaluer et évoluer sur un chemin pour le moins tortueux. Et donc, dans ce numéro, notre chronique Un jour, une formule se penche sur la liberté de presse et d'opinion, une notion très chère à nos confrères. Sori Ibrahima Keita. Pompeusement appelé 4e pouvoir, mais avec un réel statut de faiseur de roi, la presse semble s'octroyer une liberté à la pointure XXL dans un contexte de nouveaux médias où le titre de journaliste s'attribue à vil prix. Si bien que la liberté ne s'arrête plus là où commence celle des autres, prenant même à contre-pied le vieux postulat qui voudrait qu'il faille qu'un pouvoir arrête un pouvoir. Deux libertés se complètent. La liberté d'expression et le droit à l'information. Et le droit à l'information librement assumé par chacun des citoyens. Le meilleur vecteur pour cette satisfaction, c'est effectivement les médias. Elle ne donne pas seulement le droit d'exposer les faits, elle donne également le droit aux commentaires. Et qui dit commentaire dit également évaluation sociale, dit critique. Donc je crois que la liberté de presse est avant tout et surtout un moyen de répondre aux besoins d'information des citoyens et d'élargir autant que possible le champ de cette information. La liberté s'accompagne toujours de responsabilités. Au tableau d'affichage 2022 au Mali, plus de 450 radios, 200 parutions, une vingtaine de télévisions, une soixantaine de sites d'information élastiques. Très élastiques, trop élastiques même, et le contenu liberté semble s'accommoder du contenant presse. Je crois que le plus facile, c'est la loi. L'idéal pour moi, ce serait l'autorégulation. C'est-à-dire que le jugement des pairs estime votre action et dénonce tout excès. Le dernier tribunal, enfin, si j'ose l'expression, c'est le jugement des lecteurs, des spectateurs, des téléspectateurs et des auditeurs. Le contexte est compliqué avec l'irruption des amateurs dans l'information publique. Vous voyez ce qu'on appelle les vidéomans, vous voyez ceux qui tiennent des tribunes libres et tout cela. Donc, il y a un déferlement de nouvelles opinions, de jugements qui ne sont passés par aucun filtre. Et le citoyen moyen a du mal à faire lui-même le tri. Donc il lui faut obligatoirement un média de référence sur lequel il peut se tourner pour savoir si effectivement ce qui lui a été dit par les non-professionnels mérite d'être pris en compte. Et nous sommes vraiment au tout début de ce processus. À l'heure actuelle, le curseur du mérite international n'indique toujours pas une posture honorable. Preuve que bon quantitatif ne rime pas encore avec bon qualitatif. Mais voilà, et ceci doit être tenu pour dit, aucune démocratie ne survivra dans un cimetière de médias. Et c'est là-dessus que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à vous tous et à demain, Inch'Allah.